Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je pense que c'est banal parce qu'on a confondu des affaires qui ne devraient être jamais confondues. Surtout, l'idée de se préoccuper de ce qui est fait et bien fait. Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Bonjour Mario, bon début de semaine. Toi qui es à Paris, est-ce que le tout Paris est excité du passage du nouveau premier ministre canadien? Dans les studios où je travaille à la télévision, ce matin, on me demandait surtout comment on prononce son nom. Carney. Ah oui, c'était ça l'enjeu. Oui, c'était l'enjeu. Mais si on se préoccupe de la prononciation du nom du premier ministre, c'est aussi qu'on sait qu'il est en ville. Bon. Il y a eu d'autres époques où ces choses se faisaient plus discrètement, disons, mais dans le contexte actuel de la dynamique entre les États-Unis et l'ensemble de leurs partenaires, on n'est pas indifférent au sort du nouveau premier ministre, pas davantage qu'on était indifférent au départ de M. Trudeau la semaine dernière. Ça a été quand même souligné, ne serait-ce parce que tout le monde a l'impression d'être à peu près dans le même bain, dans une relation quasi conflictuelle avec les États-Unis. Et c'est pas un hasard, donc, si Marc Carney, pour le dire comme mes collègues français, est aujourd'hui d'abord à Paris avant d'être à Washington, avant même d'avoir parlé avec le président Trump et plus tard en compagnie du premier ministre britannique. Parce que dans les faits... c'est pas une impair, ça, que le président Trump n'a pas pris le téléphone pour appeler. Quand il était choisi chef du Parti libéral, bon, je disais, c'est encore tel que tel. Il n'est pas officiellement assermenté premier ministre du Canada, mais depuis vendredi midi, depuis vendredi 11h15, est-ce que la Maison-Blanche aurait pas, en des circonstances normales avec un président normal, placé un appel pour dire, ne serait-ce qu'un appel de félicitations? L'appel de courtoisie qui généralement a lieu après qu'un nouveau premier ministre soit assermenté. Ça n'est pas arrivé. Ça dit probablement quelque chose aussi des relations entre les deux pays, de la méthode Trump. J'ai l'impression que M. Trump a les bras croisés et attend de voir ce que sera les premières déclarations suite à une prise de contact du premier ministre. Au bureau du premier ministre, on dit qu'ils veulent lui parler le plus rapidement possible. Mais si je reviens à ce qui nous intéresse aujourd'hui, le détour avant de déclencher des élections par Paris et par Londres et Iqaluit, on pourrait ajouter, pour bien symboliquement marquer la volonté de ce que le Canada est souverain sur le nord du continent. Tout ça, c'est des gestes symboliques qui sont évidemment pas gratuits et pas déconnectés de l'enjeu électoral. Pour un pays, le Canada, qui en ce moment est un peu orphelin, parce qu'avec les États-Unis, ça va mal. On en a déjà parlé, les relations avec l'Inde, qui serait une puissance économique protectionniste, soit, mais une puissance économique avec laquelle on voudrait peut-être diversifier nos échanges économiques, ça n'arrivera pas. Avec la Chine, très difficile en ce moment. On a vu que les Chinois étaient capables aussi de punir les Canadiens. Il reste l'Europe, et particulièrement la France, qui n'a toujours pas signé le CETA, le Comprehensive Economic and Trade Agreement, le traité de libre-échange qui lie donc l'Europe au Canada. Le Sénat s'est prononcé contre. L'Assemblée nationale n'a toujours pas décidé de se prononcer. Mais ce que j'entends d'Europe, c'est que tout à coup, cet accord-là, il regarde depuis l'arrivée de Trump, cet accord-là est regardé plus positivement en Europe. Est-ce que c'est exact? C'est-à-dire qu'avant ça, on voyait ça comme une espèce de menace, s'ouvrir au libre-échange avec le Canada, mais tout à coup, on se dit, on a peut-être intérêt à bâtir d'autres partenariats qui nous protègent contre les États-Unis. Alors, il faut voir que le traité, même s'il n'est pas ratifié, est appliqué depuis plusieurs années. La majorité de pays européens ont déjà ratifié. Là où le bas blesse, c'est entre autres à Paris, parce que les Français, y compris dans les gouvernements récents, avaient des ministres qui étaient ouvertement opposés à la ratification de cette entente, et c'est beaucoup les agriculteurs français, même si au total, l'agriculture française a bénéficié, ça se démontre, c'est comptable, c'est facile, si l'agriculture française a bénéficié du traité de libre-échange. Il y a beaucoup de doutes. Évidemment, tout ce qui est associé au libre-échange pour les agriculteurs européens fait peur. C'est pour ça qu'on est opposé aussi à une entente avec l'Amérique du Sud. La question de l'Ukraine a aussi pesé très lourd, même si l'Ukraine n'est pas un pays membre de l'Union européenne. Il y a eu des surplus agricoles qui ont inondé les marchés européens et qui ont fait très mal aux agriculteurs. Donc, ils sont méfiants, et c'était jusqu'à aujourd'hui une des raisons pour lesquelles ce traité de libre-échange n'était pas ratifié. Sinon même, comme je le disais, que le Sénat, lui, s'est prononcé contre. Alors là, aujourd'hui, ce que vient faire Carney, c'est d'abord de voir ce que sera la réponse des Européens, des alliés historiques que sont la France et l'Angleterre,
au discours de Trump, d'abord sur le 51e État, ce qui seront moins timides que l'ont été les ministres du G7 la semaine dernière dans Charlevoix, parce il y a certaines ministres qui sont venus aux couleurs du Canada, mais il n'y a pas eu de déclaration fracassante. Je te rappelle, parce que c'était marquant la visite de Keir Starmer à Washington, à la Maison-Blanche, il y a 3 semaines, quand on a posé la question au premier ministre anglais de ce que, oui ou non, le roi était préoccupé, je parle du roi Charles, préoccupé du discours de Trump sur le 51e État. Il est parti, mais dans une autre direction complètement. Il voulait pas la tag, voulait pas s'en mêler, parce que les Anglais veulent absolument signer, justement, une entente de libre-échange avec les États-Unis. Puis je pense que tant et aussi longtemps qu'ils ne l'auront pas signé cette entente, ils vont prendre leur distance avec tout ce qui est contentieux aux yeux de Donald Trump. Donc, c'est ce que vient faire Carney, chercher des appuis. Alors, peut-être qu'il ne va pas les compromettre. Je vois très mal M. Carney, devant les caméras, chercher à engager ou le président Macron ou le premier ministre Starmer pour dire donc on est avec le Canada, il est hors de question que la souveraineté de ce pays soit violée, on pense que les déclarations de Donald Trump sont épouvantables, ça n'arrivera pas. Mais symboliquement, encore une fois, je reviens toujours à ça parce que ça compte, c'est de dire on a des alliés qui comprennent les enjeux et sont à nos côtés, y compris commercialement, parce que si on n'est plus capable de faire pour les prochains mois ou années affaire correctement avec les États-Unis, il va falloir trouver d'autres débouchés. Ça nous prend d'autres amis pour danser. Il y aura un appel très important demain entre Trump et Poutine. Oui, attendu parce que on disait jusqu'à aujourd'hui la balle est dans le camp des Russes. Ils ont répondu timidement oui, mais et le président Trump estimait encore il y a quelques jours, quelques heures même, que c'était positif, même si tout ce qu'ils espéraient entendre n'a pas été publiquement dit. Alors l'ambassadeur, pardon, pas l'ambassadeur, l'envoyé spécial du président, M. Witkoff, était de retour pour briefer le président après une très longue conversation au Kremlin avec Vladimir Poutine. À la lumière de ce qui s'est dit, il y aura donc la semaine, décidément, on est lundi matin, ça paraît, il y aura demain une conversation qui devrait permettre de mettre les bases de quelque chose qui ressemblerait à une entente entre les Russes et les Américains, mais on est encore loin de la coupe aux lèvres. Et il faut voir une entente entre les Russes et les Américains, mais si c'est à propos de l'Ukraine, est-ce que les Ukrainiens eux-mêmes en veulent? Ils ont dit oui la semaine passée, mais c'est parce que là, j'ai peur que eux autres, ils ont dit oui à autre chose que... Je sais plus, là. Personne ne le sait. Et si tu veux mon opinion là-dessus, les Ukrainiens comme les Européens, je pense, malgré tous les discours et tous les progrès tactiques, sont assez sceptiques sur ce que va et veut proposer Donald Trump. Et dans les faits, je crois que la proposition à l'espèce que ferait Trump, les Européens sont pas du tout fans de ça. Les Ukrainiens, probablement pas non plus. Est-ce qu'ils auront le choix? J'en sais rien. Mais je reviens sur ces déclarations qui, pour moi, sont pas des détails. Quand M. Macron, il y a 2 semaines, au sortir de la rencontre spéciale et extraordinaire à Bruxelles pour augmenter les budgets de défense un peu partout en Europe, dit on pourra jamais fermer la porte de l'OTAN à l'Ukraine. C'est d'une certaine manière pas narguer le président américain, mais dire nous avons des conditions qui pourtant sont tant pour Moscou que pour Washington absolument non négociables. C'est-à-dire que ni à Washington ni à Moscou, on veut de l'Ukraine au sein de l'OTAN. Alors, si le président Macron dit ça, c'est parce qu'il s'est déjà fait à l'idée qu'il y aurait un scénario où on laisserait les Ukrainiens à eux-mêmes, pas d'entente de paix, et les Américains seraient tassés, puis les Européens prendraient le relais. C'est évident que dans un cas qui ressemblerait à ça, le président américain va pas vouloir assurer la défense de l'Ukraine, et ça pourrait être les Européens qui prendraient eux seuls le relais. Mais là, c'est un scénario évidemment radicalement différent de ce qu'on annonce. Il nous reste 1 minute. Je sais que c'est pas dans tes sujets, mais je suis curieux de t'entendre là-dessus parce qu'il y a une nouvelle qui a popé ici, comme on dit. Raphaël Glucksmann, député européen, du Parlement européen, mais député français, il veut revoir la statue de la liberté. Il dit que c'est un cadeau que la France a fait aux États-Unis, mais dans l'état actuel de l'action du président, il veut revoir la statue de la liberté. Y a-t-il une place à Paris où on pourrait la mettre? Ben, il y en a d'ailleurs une, pas très loin de là où je suis, une reproduction à plus petite échelle de cette fameuse statue de Bartholdi. Ça marque surtout l'ambition de...
ça marque l'ambition de Raphaël Glucksmann, qui était aussi à la une d'un grand journal hier à Paris, parce que il n'écarte pas la possibilité d'être candidat au présidentiel en 2027, candidat socialiste, qui depuis quelques jours a le vent en poupe, parce que s'il y a quelqu'un qui est favorable à appuyer justement jusqu'au bout les Ukrainiens, c'est lui. Il est dans une position forte. Lui dit il faut absolument réarmer. Nous avons un ennemi absolument redoutable, c'est la Russie. Et ce discours, en ce moment, a donné aux socialistes, je dirais, un peu d'altitude. Et il y croit tellement que je ne pense pas qu'il exclut une campagne présidentielle. C'est peut-être pour ça qu'il a choisi de s'en prendre, non pas à la Statue de la Liberté, mais à l'endroit où elle se trouve aujourd'hui. Je vois pas tellement les Américains être intimidés par M. Glucksmann et se mettre à démonter la statue puis la renvoyer en pièces détachées vers Paris. C'est de la posture politique davantage que quelque chose de substantiel. Merci beaucoup, Stéphane.